Bonjour à tous, bienvenue au Liberté Living Lab pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais on a quand même pas mal de visages connus ici. Moi, je suis Marilène Vicari, je suis la fondatrice du Liberté Living Lab et co-dirigeante avec Rudy Cambier et Jean-François Desnaux qui est ici. On va passer une matinée ensemble. Peut-être juste pour vous la remettre en perspective, en plein Covid, en 2020, on a lancé un programme de recherche-expérimentation qui s'appelle Shift Lab pour faire converger performance économique et impact social, environnemental, toute forme d'impact. Et les premières années, en fait, on a travaillé beaucoup sur les outils, les méthodes, faire en sorte de co-construire des matrices pour aider les acteurs, quels qu'ils soient, publics ou privés, à opérer des transitions. L'année suivante, on s'est dit, on ne va pas juste accompagner les acteurs, on va accompagner des filières, parce qu'évidemment, c'est les écosystèmes entiers qui vont opérer des transitions, ce n'est pas des acteurs isolés. Et puis cette année, on s'est dit, très bien, maintenant on va l'appliquer, et donc on va l'appliquer à des environnements spécifiques. Donc on commence avec la santé aujourd'hui, puis en janvier, on se retrouvera sur l'agriculture. Donc on est là, et ça c'est important aussi, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le LLL, c'est un lieu d'innovation, de recherche, d'expérimentation, mais qui est pluridisciplinaire et aussi plurithématique. Donc finalement, les personnes qui sont ici, elles sont assez représentatives de la façon dont on travaille, puisque nous, ce qu'on aime faire, c'est mixer les profils. Donc dans cette salle, il y a des industriels, il y a des acteurs institutionnels, on a des patients, des associations de patients, des hospitaliers, des chercheurs. Bref, on est dans une dynamique multi-acteurs, et c'est ça qui crée la richesse en mixant justement les points de vue, les modes de fonctionnement, les attentes, et retravailler comme ça ensemble de façon très concrète, parce que c'est ce qu'on aime aussi, c'est aboutir de façon très concrète à des solutions qui nous permettent en fait de changer la donne sur un certain nombre de sujets. Pour la matinée, vous avez chacun normalement un livret. Alors ne le perdez pas, parce que je crois qu'en plus, à votre livret est ajouté un parcours, mais si vous n'en avez pas, on vous en redonnera un. On va fonctionner en 4 temps. Donc on va commencer avec une plénière d'ouverture pour poser un certain nombre d'enjeux, et ce sera Jean-François qui l'animera. On reviendra sur un programme qui nous tient à cœur particulièrement autour du cancer bronchique, qui est vraiment pour nous l'incarnation d'un programme multi-acteurs où on met autour de la table toutes les parties prenantes concernées par cet enjeu. Et puis ensuite, on ira en masterclass. C'est des moments très courts, très inspirants, où on va entrer de façon très très concrète dans des expériences qui ont été conduites par différents acteurs. Donc, comme vous verrez, il y a 7 ou 8 masterclass, pour terminer par des pitchs de start-up, évidemment centrés santé, juste avant le déjeuner en cette fin de matinée. Donc pour démarrer cette table ronde, je vais appeler sur scène nos 3 amis. Stéphanie Forté, je vous laisse venir, directrice des affaires médicales et des coopérations à l'hôpital Foch. Alors vous pouvez faire ça, mais sinon il y a une petite marche, que ce soit moins... Juliane Mercier, directeur adjoint du programme santé biotechnologie du secrétariat général pour l'investissement. Très bien. Vous aussi, vous faites pareil, raccourci, très bien. Thomas Borel, direction recherche, innovation, santé publique et engagement sociétal au LEM. Et Romain Hellman, conseiller médical de la directrice générale d'ARS Grand Est. Tu ne bouges pas de ta chaise? Ah oui, il ne faut pas tomber, ouais, merci. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Jean-François Desnaux, je suis le co-dirigeant du Liberté Living Lab. Et donc, je vais animer cette table ronde. Et pour commencer, je vais vous raconter une histoire. C'était il y a 7 ans à peu près. Je me baladais dans les couloirs de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Et je rencontre Claude Evin, qui me dit « Oh là là, je cherche un directeur, parce que tu sais, j'ai réfléchi, c'est quand même bizarre qu'en Île-de-France, on se retrouve avec finalement une recherche et développement, quasiment le premier centre de recherche et développement en Europe, et quand on regarde les innovations qui existent réellement
à l'hôpital et en ville, on est finalement très déçus. Et donc j'ai demandé une réflexion un peu sur ce sujet. Et puis finalement, l'aboutissement de cette réflexion, ça a été de dire que tout le monde travaille en silo et que finalement il fallait trouver une petite structure très agile, capable de faire travailler les gens ensemble. Et donc je me suis retrouvé un peu directeur de cette structure qui a persisté pendant 5 ans avant de fusionner. Et donc, moi, comme j'aime pas trop les fusions et je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les petites choses qui marchent de façon très agile, en fait, je me suis retrouvé ici au niveau du Liberté Living Lab. Mais ce que je voulais vous dire comme message, c'est que finalement, les innovations, on en parle beaucoup, mais bon, maintenant, on commence réellement à voir des innovations qui apparaissent partout, qui apparaissent au niveau de la technologie, en particulier numérique, qui apparaissent au niveau des ressources humaines, qui apparaissent au niveau d'un certain nombre de types d'organisations, en particulier, naturellement, tout ce qui concerne un petit peu le parcours du patient. Mais que finalement, notre table ronde, nous, on va la focaliser sur finalement la mise en œuvre. Parce que bon, finalement, avoir des innovations, c'est bien. Je pense que c'est le parcours que l'on a fait déjà depuis les 5 à 7 années dont je viens de parler. Mais maintenant, il va falloir qu'on mette en œuvre un petit peu tout ça. Et donc, tous les gens qui vont participer à cette table ronde vont essayer de nous dire comment eux voient les choses pour arriver à mettre en œuvre un petit peu ces différentes innovations. Donc, je vais commencer par poser une question donc, à Julien Mercier, qui est donc, lui, au niveau de France 2030, pour nous dire un petit peu comment France 2030 voit un petit peu la mise en œuvre de ces innovations par les différents projets d'accélération qu'il met en place. Julien. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, juste pour resituer un petit peu, moi je travaille au secrétariat général pour l'investissement, c'est un service du Premier ministre qui était historiquement depuis 12 ans maintenant chargé des programmes d'investissement d'avenir qui s'appellent depuis un peu plus d'1 an maintenant France 2030. Pour resituer un petit peu, France 2030, c'est le programme lancé par le président de la République et le principal bras armé du gouvernement dans sa politique de soutien à l'innovation et à l'industrialisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va, depuis la recherche très amont, très fondamentale et le soutien aux universités, aux laboratoires de recherche, jusqu'au transfert de technologie, puis la relocalisation d'usines aujourd'hui, puisque c'est une thématique dont on parle beaucoup, ou à la constitution de nouvelles lignes de production, à l'accompagnement des acteurs sur le terrain. C'est destiné aussi bien du coup aux entreprises qu'aux acteurs de recherche, qu'aux hospitalo-universitaires. Et c'est actif sur un certain nombre de grandes verticales sectorielles, donc l'hydrogène, le quantique, la cybersécurité, l'espace, les fonds marins, et principalement aussi la santé, avec plus de 7,5 milliards d'euros qui seront consacrés sur l'intégralité du plan, donc avec un lancement qui a été fait, on va dire, début 2021 et à une vie qui va se prolonger jusqu'à 2025-2026. Donc ça a ça de particulier aussi dans le paysage que c'est un programme pluriannuel, dans le paysage budgétaire français qui est très annuel, où on doit revoter des choses tous les ans. Là, on a la chance de pouvoir aussi projeter les écosystèmes sur des plus longues durées, avec des projets qui peuvent durer 2, 3, 5 ans, voire 10 ans pour les plus longs. Voilà. Donc ça permet un peu de resituer tout ça. Sur la santé, ce qui a été défini pour le programme, c'est de cibler sur des thématiques prioritaires. Les biothérapies, la bioproduction par exemple, la santé numérique, et Jean-François en a parlé, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine et une grosse attente aussi des payeurs pour venir un peu générer des économies et générer de l'efficience, impliquer plus les patients et combler certaines lacunes qu'on peut avoir, notamment dans le maillage territorial aussi du soin. Une action sur les maladies infectieuses émergentes, qui est un peu le retour d'expérience malheureux de la crise Covid. Et un soutien aussi du coup aux dispositifs médicaux, qui est un secteur très éclaté et qui a besoin d'être soutenu, particulièrement en ce moment aussi, avec le contexte qu'on connaît d'inflation et de difficultés. Je pense que Thomas en reparlera sur l'accès au marché et le parcours du combattant, que ça peut être aussi pour les innovateurs.
et des mesures de soutien, et on en reparlera aussi, je pense, pendant la matinée, aux hospitalo-universitaires, aux acteurs de santé aussi, pour qu'eux-mêmes prennent part à la recherche, puisqu'ils ont des besoins cliniques, ils ont des patients qui ont des problèmes en face d'eux, et on a la chance sur le territoire d'avoir des innovateurs et d'avoir des idées aussi sur le terrain, et des entreprises qui sont prêtes à les amener au marché. Merci beaucoup. En fait, tout simplement une petite remarque. Je pense qu'il y a les programmes, et puis il y a aussi l'aide que vous apportez de façon aux différentes personnes qui portent finalement ces projets. Et donc je voudrais faire un peu aussi un clin d'œil un peu à Jean-Christophe Dantonel, qui a été là pendant 10 ans et qui a quitté donc le secrétaire général, mais qui a aidé de façon considérable les gens qui venaient le voir pour voir comment recentrer leur projet, comment finalement le mettre bien dans l'appel d'offres. Je pense que ce travail qui a eu lieu pendant 10 ans a été un travail absolument indispensable. C'est bien de faire des programmes, mais c'est mieux de bien les expliquer, de voir comment on peut rentrer à l'intérieur. Et je pense que ce travail-là a été un travail important. Merci beaucoup, Julien. Je voudrais maintenant passer la parole à Romain, parce que je voudrais voir un petit peu au niveau, lui qui a été dans 2, finalement, agences régionales de santé, comment finalement une agence permet finalement, là encore, de faire avancer des projets innovants dans le domaine de la santé. C'est bon, vas-y. C'est bon ? Ah, c'est l'innovation. Hein ? Sur On. Merci Jean-François. Je reviendrai déjà sur un élément important que tu as dit tout à l'heure. Moi, depuis 10 ans que je travaille dans une agence, on a toujours essayé de se dire, on voit l'innovation, on entend parler, c'est écrit partout, dans les journaux. Moi, en tant que... Alors, je suis encore praticien hospitalier dans un service d'urgence, j'avais l'impression de jamais la voir, en fait. Finalement, tous les jours, j'ai l'impression de travailler comme je travaillais il y a 10 ans. Et donc, c'est en ça que l'action d'une agence peut peut-être rendre plus palpable ce que c'est l'innovation, c'est finalement de la construire avec les professionnels autour de projets et autour de finalement ça se construit autour d'un écosystème complet des acteurs et autour du malade et voilà, et vraiment donner vie à l'innovation et pas simplement voilà, dans les médias. Et l'innovation, quand j'entends innovation, c'est aussi dépasser la notion technique de l'innovation qui est souvent abordée en premier lieu. J'ai une idée, j'ai trouvé, je sais pas, l'algorithme, ou j'ai trouvé l'outil qui va révolutionner la médecine. Moi, j'en vois 2 ou 3 fois par semaine dans mon bureau des gens qui viennent me présenter ces outils. Et en fait, ils n'ont jamais été construits avec l'écosystème, quoi. Donc, ils n'ont jamais été construits autour du patient, du projet. Enfin, et du coup, ça ne sert à rien. Donc, avant l'innovation technique, il y a surtout l'organisation dans laquelle elle se construit. Et finalement, l'innovation technique vient à l'appui de l'organisation. Et j'irai même plus loin. Moi, ce qui me semble important pour une agence, c'est l'innovation organisationnelle. C'est-à-dire que comment, à travers nos projets, on va faire bouger notre système, comment on va les rendre plus performants, plus optimal. Et l'outil c'est vraiment le support à ça. Mais il faut qu'il y ait une réflexion globale de l'écosystème avant. Alors après, en grand test, alors je vais parler même si j'y suis depuis très peu de temps, ça a commencé déjà il y a quelques années. Alors on n'est pas 2030, moi je vais revenir à 2018, puisque dans le précédent PRS avait été déjà structuré toute une démarche stratégique autour de l'innovation avec un alignement des acteurs sur le territoire. L'idée avait été de dire il faut de la lisibilité. Il faut de la lisibilité à la fois pour les industriels, mais aussi à la fois pour les professionnels, pour avoir finalement une notion de guichet unique qui permette d'aligner un petit peu tout le monde, et notamment l'assurance maladie et l'ARS, qui créent ce guichet unique et qui vont traiter les projets qui arrivent de façon conjointe. Il y a aussi la région qui se joint à nous. Et donc vraiment, l'idée, c'est d'amener de la lisibilité, puisque là aussi, sur les territoires, on a énormément d'idées, ce qui est génial, hein, c'est une force d'avoir autant de projets, autant de vie.
Mais après, des fois, on en perd le sens, quoi. C'est-à-dire qu'en tant qu'agence, on a l'impression que qu'il n'y a pas trop de sens global à toutes les innovations qui nous arrivent. Donc l'idée de ce guichet unique est importante et elle va continuer dans le prochain PRS. Et en plus, ensuite, c'est un financement. C'est-à-dire qu'on est là, bien sûr, pour accompagner. On est déjà pour le challenger. L'idée de ce guichet unique, c'est aussi de challenger de façon plus facile tous les produits. Et donc depuis 2018, c'est 300, si je me souviens bien, c'est 300 projets qui ont été déposés au niveau de l'agence. Il y en a environ 70 qui ont été accompagnés, dont 26 dans le cadre de l'article 51. Là aussi, c'est comment on innove à la fois dans le cadre réglementaire, mais aussi comment on arrive à faire le pas de côté. Et essayer de faire bouger le système. Et l'article 51 était là pour ça, pour déroger, pour essayer d'aller plus loin. Et donc, c'est à peu près, si je me souviens bien, c'est 5 millions d'euros qu'on met chaque année, depuis 4 ans, donc ça fait 20 millions d'euros. Et je pense qu'on va aller amplifier ce phénomène-là dans les années à venir et essayer de, je crois, dans le prochain PRS, d'avoir une démarche qui est un petit peu différente, c'est-à-dire de se dire l'innovation est qu'un levier pour décliner toutes les priorités de santé publique qu'on va mettre dans le PRS. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand on pense un projet, on pense innovation. C'est-à-dire que ça doit faire partie intégrante du projet. Et ce n'est pas un projet d'innovation, finalement, c'est un projet qui va se servir de l'innovation pour aller plus loin. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on va essayer de travailler dans les prochaines années. Merci Romain. Donc maintenant, on va, vous voyez, on était au niveau du gouvernement, on descend au niveau de l'ARS, et puis voilà, progressivement, donc, on arrive au niveau de l'hôpital. Et donc, je vais demander à Stéphanie de nous raconter un petit peu ce qui se passe à l'hôpital Foch, comment tout ça est organisé vis-à-vis des innovations. Et je lui demanderai aussi de parler naturellement des innovations qui concernent le personnel. On sait très bien qu'actuellement, c'est un véritable souci, le personnel. Et donc, comment finalement arriver à remotiver les gens après des périodes très difficiles que l'on a vues et que l'on a subies. Donc voilà, un petit peu, Stéphanie, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, je travaille à l'hôpital Foch, donc dans le 92. L'hôpital Foch, c'est un ESPIC, un établissement d'intérêt collectif. Donc on est ce que j'appelle moi le modèle hybride entre le privé lucratif et l'hôpital public. Je vous en parle parce que je suis assez convaincue que c'est en plus de sa taille, c'est sans doute un modèle qui va aussi faciliter un petit peu la dynamique de l'innovation. Alors à Foch, j'allais dire, on est passé par deux grandes périodes sur ce thème-là. Une première période où on a un peu tout laissé faire, donc les startups venaient, les praticiens ou les équipes souhaitaient développer telle application, voilà. Bon. Donc on a laissé les portes grandes ouvertes, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, va peut-être falloir quand même essayer de structurer tout ça. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs outils à l'hôpital Foch. On a une délégation à la recherche clinique et à l'innovation qui va nous assurer, bien entendu, on va dire, le support juridique et réglementaire quand il y en a besoin. Et puis on a aussi structuré un copil d'innovation où on voulait vraiment que les équipes participent à la décision de développer telle ou telle application, d'acheter telle ou telle solution. Et je reviendrai après un petit peu sur les différents modalités de coopération. Donc, ce copil d'innovation, il a vraiment pour intérêt de se dire, on nous a proposé ça, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que ça répond à nos axes stratégiques, est-ce qu'il y a un vrai besoin, et derrière, on va le décliner. À côté de ça, j'ai entendu l'axe national sur les dispositifs médicaux. On a créé un centre d'innovation et d'évaluation des dispositifs médicaux en lien avec le RESA. Dans cette volonté, je rebondis sur ce qui a pu être dit, de guichet unique vis-à-vis soit des startups, soit des industriels, en se disant Foch peut être un terrain de jeu. Venez, on va essayer de tester. On va aussi vous accompagner. Il y a tout un modèle d'accompagnement avec derrière, effectivement, la vision d'accès au marché et puis plus largement ensuite de réponse à des appels d'offres. Parce qu'on a constaté, en discutant avec
nombreuses startups, que c'était quand même un monde qu'ils connaissaient absolument pas, et donc il y avait quand même besoin de leur expliquer quel était le fonctionnement d'un hôpital, quelles étaient ses procédures de marché, et derrière comment on pouvait aussi se faire référencer. On a aussi un axe très fort affiché dans l'innovation sur la e-santé. Donc on a recruté spécifiquement un chargé de projet e-santé qui est vraiment la cheville ouvrière pour déployer les projets en interne. Et puis, parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, on a bien sûr la structure du Living Lab. Et le Living Lab, finalement, il va mettre à la fois les professionnels et les patients et les startups, et on va vérifier, on va mesurer, on va co-construire, et on va s'assurer que ça répond vraiment à un besoin. Parce qu'on est passé par une phase de... L'enjeu pour nous, c'était on reçoit plein d'offres, mais finalement, est-ce que ça répond vraiment à un besoin d'un patient? Est-ce que ça répond à un besoin d'une équipe? Est-ce qu'on va vraiment modifier l'organisation? Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, parfois on s'est planté, et donc on apprend de ses erreurs, et c'est comme ça qu'on a un peu restructuré les choses différemment, et en se disant, mais il faut toujours aller poser la question aux patients. Après... On est assez ouvert dans les modalités, c'est-à-dire que parfois on est vraiment sur l'achat de solutions, elle est commercialisée, un degré de maturité importante, ok, on achète, il n'y a pas de problème. On est aussi beaucoup dans le co-développement et dans la co-construction, donc je crois qu'il ne faut pas avoir de modèle préétabli. Et puis l'innovation, comme vous l'avez rappelé Jean-François, elle répond à d'autres enjeux. Ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation pour améliorer une organisation, c'est l'innovation pour améliorer un parcours patient, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité pour nos professionnels, de fidélisation et d'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Donc on a vraiment, nous, un zoom sur ces sujets-là, sur la qualité de vie au travail. Donc je pourrais développer, mais on a lancé auprès des équipes un challenge innovation, effectivement, pour qu'elles puissent remonter leurs besoins en termes de conditions de travail. Et derrière, on va accompagner, on va trouver la société qui va les aider à améliorer le point qu'elles ont pu identifier, c'est la gestion des vestiaires aux urgences. Donc, par exemple, donc on est vraiment dans le sujet du moment. Mais ça peut être un centre de prévention en santé au travail où on va intégrer, comme vous le disiez, dans le projet, une part innovation, et donc on va tester des solutions d'amélioration des conditions du travail qui peuvent être des exosquelettes, qui peuvent être des dispositifs d'organisation. Donc voilà un petit peu de quelle manière on a essayé de structurer à Foch. C'est pas un modèle, c'est le modèle de Foch. Est-ce qu'il est reproductible? Après, charge à chacun de voir un petit peu en fonction de l'état d'avancement dans son établissement. Mais aujourd'hui, je crois que ça fonctionne en grande partie de cette manière-là. Merci beaucoup Stéphanie. En fait, moi, ce que je retiens des deux dernières interventions, en fait, c'est que l'innovation ne peut pas être quelque chose d'isolé, quoi. Ça ne va pas arriver comme ça, tout d'un coup, hop. Et ce qui est important, c'est que ça doit rentrer dans une structure, soit une structure un petit peu comme l'ARS, où on voit très bien un peu comment ça peut intervenir dans la stratégie globale territoriale, ou alors au niveau de l'hôpital, que ça va rentrer dans une co-construction. Je crois que le terme peut-être le plus important, c'est celui de co-construction, c'est-à-dire qu'une innovation ne peut pas se faire toute seule, elle se fait avec les autres, et elle ne rentrera réellement dans la pratique courante que si elle répond à un besoin, et si ce besoin est partagé par plusieurs. Parce que ça, c'est un des points déjà importants qu'on peut retirer de cette table ronde. On va partir un petit peu maintenant sur le médicament avec Thomas. Et en fait, moi, ce que je vais lui demander, c'est... il y a des innovations, naturellement, du point de vue pharmacologique. Hein, c'est évident, on sait tout ça un petit peu. On sait que ça varie en fonction des temps et puis la manière dont on voit les choses. Mais ce qui est peut-être plus important, c'est dans ce côté innovation, c'est... parce qu'on est toujours un petit peu dans la mise en œuvre. Hein, c'est-à-dire comment finalement la France se situe par rapport aux autres pays, par rapport finalement aux essais cliniques. Est-ce que quelle est la performance finalement de ces essais cliniques? Et puis la question qui vient juste après, c'est une question qui est est-ce que finalement ces innovations arrivent assez vite finalement aux patients? Est-ce qu'il y a des innovations qui permettent d'aller un petit peu plus vite que les essais qui sont toujours, on le sait bien, des choses qui prennent beaucoup de temps? Thomas, c'est à toi.
Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre invitation. Donc la question est large, évidemment. Peut-être juste un mot juste pour présenter. Moi, je travaille donc pour l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du médicament en France, ça s'appelle le LEM. Les entreprises du médicament en France, c'est un paysage assez varié. On a 270 adhérents. Toutes les entreprises qui ont un médicament en développement ou qui ont un médicament commercialisé sont adhérentes à l'organisation. Mais c'est un paysage varié parce qu'évidemment, vous avez les big pharma que vous connaissez bien. Évidemment, vous avez aussi les biotech et vous êtes un certain nombre ici autour de dans cette assemblée, j'imagine, qui portaient des projets de biotechnologie de petites entreprises, de start-up. Et puis, vous avez aussi tout un monde de fabricants de tiers façonniers, de petites entreprises, de PME, TPE, qui sont 50% de nos adhérents font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc sont des petites boîtes. Donc c'est important de le rappeler parce que souvent on voit les entreprises du médicament, bien entendu au travers des grandes entreprises exclusivement, mais ce n'est pas que ça sur le paysage national. Peut-être sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, alors évidemment l'innovation et quelle que soit la structure ou les profils de ces entreprises, c'est le cœur du réacteur pour toutes ces boîtes. C'est un mot qui est probablement le mot le plus prononcé dans une organisation comme la nôtre, qui drive la plupart des activités des uns et des autres. Et si je regarde par rapport à la question que tu me posais, Jean-François, évidemment, ça commence par des ambitions de recherche partenariale, avant même la recherche clinique d'ailleurs. Comment est-ce qu'on partenarise intelligemment pour des entreprises du médicament avec l'ensemble des acteurs de recherche académique, parce que c'est principalement là que se fait la recherche fondamentale et les nouvelles voies de réponse sont d'abord explorées en recherche académique. Donc c'est un premier élément important. C'est pas simple en France. Je dirais qu'un des facteurs positif du pays, c'est que nous avons une recherche académique de très haut niveau, si on se compare encore une fois par rapport à d'autres environnements internationaux. Elle est parfois un peu morcelée, un peu éclatée, c'est d'ailleurs des choses qu'on a l'occasion de partager, notamment dans le cadre des travaux que mène Julien, puisque l'idée c'est quand même de réunir tout ce monde dans un écosystème performant. Parce que si on regarde la compétitivité internationale, ce qui fonctionne bien, c'est Boston aux États-Unis, c'est la Suisse, c'est d'autres pays qui ont réuni des acteurs publics, des acteurs privés, des biotech, des big pharma, tout ce paysage-là dans un même lieu physique parfois. Hein, c'est un élément important. C'est ce qu'essaye d'ailleurs de faire le plan Innovation Santé 2030 sur les axes que rappelait Julien. La recherche clinique en elle-même, c'est évidemment tout ce qui drive la plupart de nos activités, des entreprises qui mettent à disposition de nouveaux traitements, de nouvelles voies thérapeutiques. Sachez qu'aujourd'hui en France, les industries du médicament participent, ou financent d'ailleurs, ou sont promoteurs directement de 2/3 des essais cliniques qui sont réalisés sur les territoires. Donc, il y en a à peu près 1000 nouveaux essais cliniques qui démarrent en France tous les ans. 2/3 d'entre eux sont soit avec une promotion d'une entreprise du médicament, soit avec un partenariat entre une entreprise du médicament et une équipe académique. Ces essais cliniques portent majoritairement, c'est pas tout à fait exact, 50%, dans le domaine de l'oncologie. Aujourd'hui, évidemment, un champ dans lequel nous avons plein d'espoir et de nouvelles approches thérapeutiques, les immunothérapies et bien d'autres, les médicaments de thérapie innovantes, les thérapies géniques et cellulaires qui sont pourvoyeuse de nombreux essais, de nombreux partenariats et de nombreuses recherches. Et pour reprendre ce que tu évoquais ou ce qui était évoqué juste précédemment, tout ça, ça se fait évidemment en lien avec les équipes hospitalières qui permettent de faire l'investigation des projets de recherche clinique. Donc toute cette dimension-là positionne la France dans ce champ de l'oncologie plutôt de façon assez compétitive par rapport à d'autres pays européens. Dans nos enquêtes d'attractivité, nous sommes 2e en Europe en oncologie. Ce qui est moins vrai, verre à moitié plein était l'oncologie, verre à moitié vide, si je puis dire, d'autres domaines thérapeutiques dans lesquels la structuration du lien entre le public et le privé, des équipes de recherche en tant que telles, des structurations recherche-soins, est moins présente que ce qu'on a fait autour des plans cancer, autour des plans maladies rares, et par exemple dans des aires thérapeutiques comme des aires thérapeutiques de soins primaires, le cardiométabolisme ou d'autres, c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises du médicament de mettre en place des essais cliniques de façon compétitive, puisqu'on est évidemment dans un monde où les États eux-mêmes sont compétitifs entre eux pour accueillir au mieux ces premières portes d'accès à l'innovation. Après, sans être trop long, quand on est entreprise du médicament, qu'on développe des nouvelles solutions thérapeutiques, pilier fondamental recherche et recherche clinique, je viens de l'évoquer. Le deuxième pilier, c'est l'accès et le financement de l'activité ou du remboursement des traitements.
Alors sur l'accès, on pourrait en parler aussi longtemps, mais je vais être très court. Globalement, la grande difficulté que connaissait ou que connaît encore le pays France, c'est un accès au marché qui est quand même beaucoup plus long que la plupart des voisins compétiteurs, des États compétiteurs. C'est-à-dire qu'en gros, en France, très schématiquement, lorsque vous aviez une autorisation de mise sur le marché, il faut à peu près 500 jours, c'est-à-dire quand même presque 2 ans, pour obtenir un remboursement de plein droit et permettre à l'innovation qui a été autorisée d'être disponible pour tous les patients français. Donc c'est un vrai problème, sachant que dans des pays comme l'Allemagne, vous avez un certain nombre de produits qui peuvent rentrer directement en prise en charge intégrale de plein droit, ce qui est quand même très, très problématique, puisqu'évidemment, à la fois vous investissez, vous savez que vous avez une réponse qui est pertinente pour la prise en charge de pathologies et de patients concernés, et puis vous êtes là dans un circuit administratif complexe, pour plein de raisons, je n'y reviendrai pas nécessairement. Donc c'est compliqué, c'était pas très compétitif. Alors là où on peut saluer des évolutions importantes, c'est que depuis maintenant 1 an et demi ou 1 an, on se met en place un dispositif qui a remplacé les autorisations temporaires d'utilisation, qui s'appelle le dispositif d'accès précoce, et qui permet de substituer à cette longueur administrative ou de négociation et d'évaluation un dispositif qui permet quand même d'avoir un accès au moins partiel pour les patients les plus concernés, c'est-à-dire dans des maladies graves et sur lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Voilà, et puis peut-être je finis avec ça. Quand on est une entreprise du médicament, on cherche, on essaye de trouver, on essaye de commercialiser évidemment sa réponse thérapeutique, c'est l'accès, et bien entendu on a aussi besoin d'une croissance, et malheureusement, on y reviendra peut-être, les difficultés de notre paysage, c'est qu'il y a des initiatives comme le plan Innovation Santé 2030 qui sont largement financées et on ne peut que s'en réjouir, et puis de l'autre côté, on a le couperet annuel du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient réguler des comptes de façon très court-termiste, c'est-à-dire à l'année, et qui, je te vois sourire, parce qu'effectivement, on sait tous que c'est un problème pour tous les acteurs que nous sommes, mais là, en termes de messages pour des groupes internationaux, c'est extrêmement compliqué, et potentiellement source de désinvestissement des entreprises sur le territoire. Voilà. Merci Thomas. En fait, on voit non seulement il y a des problèmes de mise en œuvre, mais en même temps, on voit bien que l'accès, de façon aussi, l'accès précoce est un véritable problème que certains pays ont réussi un petit peu à améliorer, mais que nous, on a quand même un petit peu de mal à avancer. En particulier, bon, on n'a pas parlé des maladies rares, mais je pense que dans ce domaine-là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais poser maintenant une petite question très précise à nos différents participants à cette table ronde, mais surtout, je voudrais que vous réfléchissiez à un certain nombre de petites questions, car il va y avoir un temps non négligeable pour les questions, donc réfléchissez bien pendant cette petite réponse aux questions. Je vais revenir sur Julien et je vais dire, bon, ok, on voit bien qu'au niveau de l'investissement d'avenir, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été finalement... J'ai plus de jus, moi. Est-ce que vous avez finalement réussi à évaluer un petit peu ce que vous avez fait et quelles sont finalement les choses qui ont bien marché? Est-ce que les rachats, par exemple, ont abouti à un certain nombre de choses ou est-ce que la plupart sont restés un peu en panne? Alors, excellente question, que la question de l'évaluation, notamment parce qu'on travaille avec nos impôts à tous, donc on a envie de savoir si tout ça est bien utilisé. Alors nos impôts et ceux de nos petits-enfants, parce que quand on parle de plans en milliards d'euros, on sait que ça nous engage pas seulement nous, mais aussi les générations futures. Donc le but du jeu, c'est d'avoir d'avoir le plus haut niveau de confiance sur l'impact que vont avoir les décisions de financement qui sont prises. Il y a plusieurs réponses sur cette évaluation et comment elle est faite. Déjà aujourd'hui, pour dire que c'est quelque chose qui est aussi inscrit dans la loi lorsque les crédits budgétaires des différents plans ont été votés. Donc, on a l'obligation de mener une évaluation donc, a priori en cours de projet et à la fin des projets. La Cour des comptes aussi vient régulièrement toquer à notre porte et publie des rapports qui sont plus ou moins élogieux selon les sujets. Donc ça donne aussi du grain à moudre autant chez nous
qu'aux différents acteurs de l'écosystème pour monter en compétences. Et c'est sur des critères qui sont autant des critères scientifiques et techniques, qui sont, on va dire, un peu le cœur de métier, mais aujourd'hui aussi sur des critères, par exemple, d'impact environnementaux, dont le niveau d'exigence ne fait qu'augmenter, et on peut aussi s'en féliciter. Pour répondre sur l'évaluation des projets en tant que tels, je pense que la réponse la plus simple et que tout le monde a pu peut-être expérimenter, c'est l'évaluation initiale du jury. Réponse la plus simple, c'est que ne sont retenus que les meilleurs projets par des jurys souvent internationaux, parfois interministériels, et qui permet de classer les projets les uns par rapport aux autres, de les classer par rapport au cahier des charges, et de décider du financement que des projets qui étaient matures par rapport à ce qui était attendu. Pour les projets qui sont par exemple les RHU ou les IHU, on a aussi des évaluations en cours de vie du projet, à 2 ans notamment, qui permettent de décider de la poursuite du projet, et avec une particularité pour les projets amont qui sont gérés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, qui est généralement réalisé par le même jury que le jury qui a fait l'évaluation initiale. Donc ça permet de garder un peu de continuité aussi dans l'évaluation du projet. Et une évaluation aussi finale, par exemple dans le cadre des IHU, qui a permis de décider pour un certain nombre d'entre eux la poursuite et la prolongation du financement de ces entités. Donc une évaluation en plusieurs points. Après, évaluer les projets, on va dire que c'est peut-être ce qu'il y a de moins compliqué à faire, puisque voilà, on sait mesurer les publications qui ont été faites, le nombre d'emplois qu'il y a eu dans la structure, l'augmentation du chiffre d'affaires. Et pour des entreprises, par exemple, on sait comparer ça à des entreprises qui n'ont pas été financées par l'État. Et donc on compare 2 populations équivalentes, une aidée et une non aidée, et on essaye de voir les gains relatifs de l'un par rapport à l'autre, et de voir si ça a valu le coup aussi d'engager des financements publics par rapport au gain qui a été apporté, au delta qui a été apporté, ou pas, et d'en tirer les conséquences pour les plans d'après. Donc, comme on commence à avoir un certain historique de plus de 10 ans maintenant dans le financement de l'innovation, on a un certain nombre de retombées qu'on peut mesurer. Pour les RHU et les autres programmes, on va dire, je pense que ça soit des succès ou des échecs, le but du jeu, c'était aussi de prendre du risque, d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises. Et donc, on sait qu'il y a des beaux succès, je pense qu'il y en a partout dans la salle, probablement aujourd'hui. La semaine dernière, sur les sujets des infrastructures, il y avait la Cohorte Constance aussi qui faisait un événement et qui faisait un point d'étape. Et qui montre bien que quand on met un peu tout le monde autour de la table, on arrive à faire des choses qui ont vraiment beaucoup de puissance. C'est peut-être plus difficile d'évaluer quand on fait on essaye de rassembler les forces autour d'un lieu géographique ou d'une entité. Thomas en a parlé, les enjeux, on a tous les yeux qui brillent quand on parle de Boston, je pense. Alors à notre maigre niveau, on essaye aussi de faire ça en France. On a la première pierre est effectivement sur cet enjeu-là, les RHU. La deuxième pierre, on va dire, du dispositif sont les IHU. Donc, il y a un nouvel appel à projet qui est en cours qui pourrait mener au financement de 6 nouveaux IHU, tout en prenant en compte, on va dire, ce qui a pas fonctionné et ce qui a fonctionné dans les IHU existants. Et une dernière pierre qui sera sur les bioclusters, dont là aussi une première relève a été faite et une deuxième relève sera faite en début d'année 2023. Qui vise à, on va dire, focaliser les investissements publics et privés, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une masse critique en France et à l'international, pour faire émerger 1 à 3 bioclusters en France sur le territoire autour de lieux précis et de thématiques précises. Et je pense que c'est sur cette évaluation d'impact-là, alors aujourd'hui on sera sur de l'évaluation initiale, mais qu'on pourra être vraiment jugé sur combien d'essais cliniques supplémentaires sont faits, notre place dans les concours, dans les classements européens, combien de publications supplémentaires sont faites. Alors on sait bien que c'est un indicateur qui est imparfait et qui crée des biais, mais pour l'instant c'est aussi celui-là qui est aussi mis en avant. Le nombre de nouvelles entreprises créées, voilà, enfin, il y a de biomédicaments aussi qui seront produits sur le territoire à moyen terme. C'est un des grands enjeux du président de la République, d'avoir 20 biomédicaments produits sur le territoire à l'horizon 2030. On est aujourd'hui 4-5. Donc il y a un gap qui est important aussi à franchir, et on pense que tout ce qu'on essaye de faire pour focaliser aussi l'investissement, donc faire des choix aussi, parce qu'on a des moyens limités, permettrait d'arriver à garder notre place et à garder cette place de leader, ou à la retrouver dans ce temps de domaine sur ces thématiques d'intérêt,
sans perdre non plus ce qui fait notre force, c'est-à-dire une recherche fondamentale d'excellence. Et pour ça, on n'a pas forcément le droit de faire des choix a priori, parce que l'innovation peut venir de n'importe où. Merci beaucoup, Julien. Maintenant, il faudrait un petit peu voir au niveau de l'ARS, finalement. Romain, qu'est-ce que tu as en tête comme des choses qui ont bien marché, quoi? Puis peut-être, parce que on fait aussi, on rebondit aussi par rapport à nos échecs, finalement. Est-ce que tu as une petite réflexion sur ça? Qu'est-ce qui a bien marché? Puis qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis finalement, pourquoi il y en a un qui a marché, pourquoi l'autre n'a pas marché? Aussi une bonne question, merci Jean-François. Déjà, je voulais juste, parce qu'en écoutant tout ça, je pense qu'aussi rappeler que l'innovation, ça doit être aussi un état d'esprit, en fait. Et que moi, quand je regarde mon administration, des fois, je me dis que nous aussi, il faut qu'on change d'état d'esprit. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la directrice générale, c'est d'essayer d'apprendre aussi l'administration à dire oui avant de dire non, quoi. Parce que souvent, ce guichet unique, c'est un guichet à dire non. Et c'est pas comme ça qu'on peut construire les choses. Donc, c'est dire oui pour pouvoir dire non après. Et avec tous les critères qu'on a dit, il faut que ça soit construit avec les gens, enfin voilà, tous les prérequis nécessaires, mais aussi intégrer l'évaluation, où là aussi on n'est pas bon, et on a pendant très longtemps pas été bon dans l'évaluation, parce que d'une part, en France, on n'avait pas l'habitude d'évaluer, il faut se le dire, et là je crois que maintenant on y arrive, mais aussi parce qu'on ne sait pas forcément la faire, l'évaluation. C'est-à-dire que moi, ce que je vois de l'intérieur, c'est que l'évaluation, ça ne s'invente pas, il y a une méthodologie. Donc souvent, il faut quand même penser le projet avec le méthodologiste. Et nous, c'est pareil, s'appuyer sur des méthodologistes extérieurs. Je prends l'exemple d'un projet là, qui est en cours. Je regarde Guillaume, mais donc c'est un projet là aussi d'intervention en santé publique sur un territoire, sur éviter les passages d'urgence pour des patients qui viennent beaucoup de fois. Voilà. Et donc on va financer ce dispositif. Là, c'est de mettre en place l'évaluation d'emblée à la construction du projet avec une équipe de santé publique du CHU du territoire, et avec dans une méthodologie qui permette de, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est d'évaluation à mi-parcours pour pouvoir aller dans les critères de réussite, c'est-à-dire de ne pas se dire au bout de 6 mois ça ne marche pas, mais se donner les chances que ça marche dans les 6 mois d'après en comprenant pourquoi ça ne marche pas. Et donc on est dans ces démarches-là. Donc ça c'est ce qui ne marche pas. Alors ce qui marche, là j'ai pas assez de recul en Grand Est pour dire, mais ce qui marche en Ile-de-France, il y a eu cette époque Covid qui a été quand même fantastique pour l'innovation. Je parlerai d'un dispositif qu'on a mis en place, on en parlera peut-être dans Masterclass tout à l'heure, c'est un outil de prévision du besoin en lit de réanimation en Ile-de-France, un outil qui a été pensé au mois d'avril 2020, c'est-à-dire au pic de la première vague. En 6 mois, un outil qui était disponible et qu'on a utilisé pour prédire le besoin en lit et donc pouvoir coordonner les acteurs entre eux, dès la deuxième vague. Et donc ce qui a marché là, c'était cette capacité de tenter, de se dire qu'on va peut-être pas y arriver, d'avoir cette volonté de flexibilité et de pouvoir aussi s'évaluer, puisqu'on s'était dit, objectivement, il faut à cette date avoir un outil, et il fallait qu'il soit prêt. Et donc on s'est aussi mis dans une démarche très proactive au niveau de l'agence pour y arriver. Voilà un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Oui, en fait, on voit bien qu'en fait, quand ça marche, c'est qu'il y a un besoin et que tout le monde se met autour pour réussir finalement. Et le besoin est quand même quelque chose de très important. Quand il n'y a pas de besoin au départ, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de montrer qu'on a fait un truc et que ce truc, c'est super et que vraiment, c'est indispensable. Ce truc est vraiment indispensable. Tandis que s'il n'y a pas de besoin, on aura beau de toute façon faire tout ce qu'on peut, on aura du mal de façon un peu à s'en sortir. Le besoin est quand même quelque chose d'important dans la réussite d'un projet. S'il y a un besoin, tout le monde se met autour et tout le monde essaye c'est un peu l'intelligence collective qui permet un peu d'avancer. Même question un peu pour Stéphanie. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché à Foch? Parce que tu nous as dit plein de trucs qui ont marché, mais il y a quand même des trucs qui n'ont pas marché, c'est pas possible. Ah oui, on s'est
on s'est bien, on s'est bien planté un certain nombre de fois, il faut le reconnaître. Il faut savoir être humble. Mais faut oser, c'est ce que vous disiez. On ne peut pas innover sans à un moment donné prendre une part de risque. Sinon, si on attend que tous les boutons de guêtre soient posés, on va jamais s'en sortir. Donc il faut simplement l'accepter. Alors, ce qui ne marche pas, et c'est malheureusement ce qui arrive très souvent, je vous dis, on est passé par une période où finalement on a laissé les portes ouvertes. Et donc là, on avait tous les jours des startups qui nous présentaient des solutions. Certaines, on se disait, tiens, c'est pas mal. Et donc, OK, on y va, on va implémenter. On avait juste oublié de demander aux gens si, en fait, ça correspondait à un besoin. Est-ce que nous, on pouvait identifier ? C'était pas... Voilà. Donc, on s'est planté quand, effectivement, on n'a pas validé tous ensemble le fait que ça pouvait être utile, y compris pour le patient. Mais... ce qui est encore plus important, c'est que ce besoin arrive à s'exprimer. Et là, on se heurte à une deuxième difficulté, qui est que les équipes ne savent pas exprimer leurs besoins. Et donc, de faire en sorte qu'elles pensent qu'il puisse y avoir une solution, il y a vraiment une vraie retenue des équipes. Donc, on a un peu contourné le problème en disant, on va faire un challenge et on va avoir un petit truc au bout, mais faites remonter vos besoins et vous aurez un accompagnement et vous aurez effectivement, entre guillemets, une récompense. Donc, c'est ça qui fait que ça a marché ou ça n'a pas marché. C'est vraiment on retombe toujours autour du besoin. Donc, on s'est planté quand on a testé une messagerie où finalement on n'a pas mesuré l'impact sur les conditions de travail parce qu'ils étaient sans arrêt en train de recevoir des notifications. On ne l'avait pas anticipé. Je vous donne un exemple très concret. Donc, il a fallu changer d'appli. Voilà, donc quand on n'avait pas non plus mesuré l'impact sur les conditions de travail que ça pouvait générer. Je suis dans le très pratico-pratique, mais ça rejoint ce que vous disiez. Mais si on ne l'avait pas fait, si on n'avait pas fait d'erreur, on n'aurait pas pu trouver la bonne solution non plus. Non, mais le risque est toujours quelque chose d'important de toute façon, et c'est vrai que Julien le disait tout à l'heure, je pense que c'est important de prendre des risques. Il ne faut pas penser que il ne faut pas que tous les boulons soient serrés. Je pense que c'est important de laisser un petit peu de liberté. Et en fait, c'est cette liberté que vient l'innovation le plus souvent. Quand on ne laisse pas de liberté, en fait, on ne s'en sort pas. Je voudrais un petit peu poser une question on va parler du patient un petit peu avec 2 interventions. Il y a quand même quelque chose de très important maintenant. Avant, de toute façon, on raisonnait, voilà, on a un médicament, on l'évalue, on regarde son efficacité immédiate, je dirais. Maintenant, on voit l'évaluation va plus vers l'évolution finalement, de dire que finalement, ok, d'accord, ça fait ça ça agit par exemple sur la mortalité au 30e jour, ok. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an ? Et finalement, on voit, en particulier au niveau des pays anglo-saxons, qu'on évolue vers finalement, un paiement finalement à ce qui est arrivé un peu plus tard. Et finalement, le trajet, tout ce qui s'est passé, l'effet final est finalement quelque chose de plus important. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire, Thomas, par rapport maintenant à l'évaluation du médicament à beaucoup plus long terme ? Peut-être à vous indiquer, si vous ne le savez pas déjà, sûrement c'est le cas, mais aujourd'hui, effectivement, la bonne utilisation globalement de la donnée de santé vient transformer vraiment radicalement le processus de recherche, d'évaluation, de mise à disposition des traitements, etc. Ou a un potentiel pour le faire, parce que ce n'est pas encore le cas, assurément, sur pas mal d'aspects. Juste 2 ou 3 éclaircissements ou précisions. Quand vous prenez la recherche clinique aujourd'hui, vous avez maintenant la plupart des grands essais, ou beaucoup des grands essais, ont des bras virtuels.
Donc on modélisait par de la data ce que serait l'effet d'un traitement ou du placebo, ce qui évite, ce qui permet de mieux connaître ou de mieux comprendre quelle est l'efficacité attendue et de comparer de façon peut-être plus rapide sur un certain nombre de traitements l'efficacité attendue. Donc le potentiel associé à la donnée de santé, qu'elle soit générée par le laboratoire ou surtout générée par des prises en charge classiques habituelles de patients, et de sa bonne utilisation est un vrai facteur d'innovation, de rapidité de développement clinique, et ouvre des tas de perspectives qui sont déjà un peu connues, mais relativement peu intégrées aujourd'hui dans des dispositifs qui vont être réglementairement bouleversés pour les autorisations ou pour les modalités d'évaluation en vue d'un financement. Après, sur l'aval, moi je suis pas un vieux dinosaure de la pharma, mais ça fait quand même quelques années que je suis dans ce monde. Il y a une quinzaine d'années ou 15 ans, je commençais mes activités dans un groupe pharmaceutique et je m'occupais notamment de tout ce qui relevait de la data. Et je disais, on est en train de transformer. Vous avez aujourd'hui 90 ou 99% de l'appréciation du bénéfice ou de la valeur qui vient de l'amont sur des données expérimentales de recherche clinique, et le reste, 1% pour faire simple, qui vient de l'aval sur des données dites entre guillemets de vie réelle. Et je suis persuadé que 15 ans plus tard, ce sera l'inverse. Alors je me suis complètement trompé. Inverse, j'avais pas dit l'inverse, j'avais dit 50-50 à l'époque. Mais on est loin des 50%, alors que l'appréciation du bénéfice réel des traitements, qu'elle soit individuelle ou collective sur le plan de l'impact organisationnel, est d'une richesse sans nom aujourd'hui. Simplement, c'est pas assez intégré pour mille et une raisons, difficulté de gestion de cette donnée-là, d'utilisation de cette donnée-là, malgré les efforts qui ont été aussi conduits dans le pays pour structurer la donnée publique, et puis de la prise en compte de cette donnée-là dans des dispositifs d'évaluation, pour reprendre le point de Jean-François Desnaux à l'instant, de paiement, puisqu'on peut y envisager que demain, on est un paiement uniquement à la performance effectivement constatée, c'est ce qu'on appelle le P4P, paiement à la performance, qui soit la raison d'être du financement par l'assurance maladie obligatoire des dispositifs, traitements ou dispositifs médicaux mis sur le marché. Donc voilà, tout ça c'est un potentiel et une richesse d'avenir assurément, sur laquelle il serait bien qu'on a tout. On a des outils, on a les scientifiques, parce qu'on peut dire qu'on est aussi dans un pays dans lequel la capacité d'analyse de données est assez forte. On a de bonnes raisons de le faire. Ça évitera aussi de payer pour rien, je le dis aussi au titre d'une perspective de la dépense publique qui nous intéresse tous. Mais par contre, d'être sûr qu'on est capable de payer pour les bonnes choses. Voilà. Merci Thomas. Je voulais qu'on parle vraiment aussi d'innovation dans l'évaluation, parce que je pense que c'est aussi un point important. On a le temps pour 2 questions rapides et 2 réponses rapides. Oui ? Attendez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Anne Gradevol du groupe Vive. Cette question s'adresse à Madame, parce que nous, on a 17 métiers du sanitaire et du médico-social au sein du groupe Vive. Et l'enjeu, il y a beaucoup de volonté d'innover qui viennent à la fois des métiers, des professionnels de terrain. Et le sujet, c'est souvent le financement. Donc vous avez l'air de mettre en place beaucoup de choses et j'étais très attentive à ce que vous avez dit. Mais comment vous faites pour financer vos innovations en fait ? Ah mais non, on n'a pas de sous, hein. On n'a pas de sous. Non, mais il y a une grosse, une belle invention qui est quand même la co-construction. C'est-à-dire, et ça, il faut arriver à le négocier aussi. C'est-à-dire que les startups arrivent en nous disant non, mais il est prêt à l'emploi. Non, c'est pas prêt à l'emploi, parce qu'en fait, à aucun moment vous avez discuté avec des professionnels de terrain pour voir si c'était vraiment adapté. Ça, je peux vous en citer 10 exemples. Donc on leur dit, écoutez, nous, on est OK pour tester, pour améliorer votre produit. En revanche, on négocie 1 an, 2 ans de solutions qui vont être gratuites. On a participé comme ça avec le RESA qui s'appelait, c'était un process qui était une demande où effectivement, du coup, on faisait remonter des besoins. C'était financé par l'Europe. Il y avait plusieurs régions européennes. Les entreprises qui postulaient étaient déjà à un degré de maturité qui faisait qu'on ne se disait pas on va faire les choses pour rien. C'était complètement financé. Donc, en fait, il y a quand même pas mal de voies qui font qu'on arrive à discuter.
Il y a un élément qui est quand même majeur, c'est la donnée. Il se trouve qu'on a un entrepôt de données de santé. Donc, de temps en temps, c'est aussi un peu la monnaie d'échange pour adapter telle ou telle solution. Après, il y a une part d'investissement. Mais on considère, je ne sais pas, dans le domaine de la e-santé, que ça va être un investissement pour améliorer les conditions de travail. Donc, c'est un choix aussi budgétaire qu'on va faire à un moment donné. C'est vrai que sur le financement de l'innovation, il y aurait une table ronde à faire. Est-ce que une dernière question peut-être pour la route? Oui. Bonjour, Philippe Rousselot, je suis hématologue et je travaille à la DRCI du Centre hospitalier de Versailles. C'est, je pense, une question pour Monsieur Borrell. Moi, j'ai vu deux grandes évolutions dans la recherche sur le médicament. La première, c'est qu'on est passé de partenariat à prestation, avec le poids croissant des CRO, et je voudrais avoir son sentiment sur le sujet. Et la deuxième, c'est qu'on a vu décroître au fur et à mesure du temps la capacité des filiales France à générer eux-mêmes leurs propres projets et à les financer. Et il y a le seul mot qui compte maintenant en innovation sur le médicament, c'est global. Le global. Alors j'aimerais savoir ce qu'ils pensent aussi du global. Dire qu'est-ce que je pense des patrons de filiales qui sont dans mon syndicat professionnel. Non, mais je peux être que d'accord avec vous. Alors sur le deuxième point, c'est extrêmement, c'est une réalité. Effectivement, le poids des centres de décision internationaux sur la R&D en particulier n'a jamais été aussi présent que depuis ces dernières années. Ce qui est assez regrettable parce que dans les équipes des filiales, vous avez aussi évidemment de la compétence pour réfléchir à des projets de recherche et deux, surtout, vous avez de l'interaction avec des gens comme vous sur Rousselot et d'autres centres d'investigation qui ont des idées pour monter des essais cliniques. Mais il y a peu de décisions de protocoles de recherche qui sont pris au niveau national, voire, sauf si évidemment le siège social est en France. Donc c'est un regret, je le partage. Ce qu'on essaye de faire collectivement, quand on parle d'attractivité du territoire, et je dis collectivement parce qu'évidemment ça implique la puissance publique, c'est justement de rapatrier aussi de la prise de décision stratégique sur des projets de recherche sur le territoire français. Quand on crée des écosystèmes très performants dans différents domaines, c'est justement pour que les décisions se prennent au sein de ces écosystèmes. Et pas que pour être très caricatural, que toutes les décisions de recherche clinique se prennent à Boston aujourd'hui. Je suis évidemment très caricatural, c'est pas le cas, mais pour pas mal d'équipes, c'est quand même comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc vous avez tout à fait raison, et voilà, c'est le combat que nous menons, nous, industrie, mais aussi avec la puissance publique, bien entendu. Sur le premier point, j'entends souvent ça, vous êtes plusieurs à faire remonter ces points-là. Vous avez raison, effectivement, la relation, vous avez raison, vous le percevez et je l'entends bien, la relation entre les entreprises et les investigations cliniques passe par l'organisation, donc les Contract Research Organization, qui sont les CRO qui servent à recueillir l'information ou à accompagner le recueil des informations, deviennent une espèce de filtre entre professionnels de santé, chercheurs, et souvent, et équipes filiales. À nouveau, je mettrai ça, ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit, dans le caractère extrêmement compétitif du recrutement de ces essais cliniques, où globalement, quand vous êtes une filiale, vous ouvrez l'essai, au même titre que 25 filiales dans le monde, et on vous demande, le global à nouveau, pour reprendre le terme, demande à chaque pays d'être extrêmement compétitif. Donc les CRO deviennent une espèce de, si je comprends bien, une forme de pression vis-à-vis des investigateurs pour recueillir au mieux et au plus vite, surtout, les informations nécessaires, au détriment, je dirais, de l'échange scientifique et de l'échange des difficultés que vous pouvez rencontrer quand vous êtes investigateur, je peux le comprendre. Voilà, on pourrait continuer comme ça toute la journée. Je pense qu'on aurait toujours des questions et on va toujours essayer de trouver les bonnes réponses, mais il faut terminer. Donc je remercie les 4 participants à cette table ronde et maintenant on va laisser un petit peu la place aux cancers bronchiques. Vous voyez qu'on ne va pas trop quitter l'oncologie quand même là. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir participé et merci à vous de vos réponses. Merci. Alors, sans transition, on vient de parler d'innovation et de projets concrets. Alors, on en a un beau là à vous présenter et à partager avec vous,
puisque ça fait 1 an en fait qu'on travaille sur le sujet qu'on va vous décrire, et je vais inviter à la table ronde alors Yannick Piot de l'association Patients en Réseau, avec qui on a co-construit ce projet. Jafar Benouna, qui est chef de service oncologie à l'hôpital Foch, mais qui est aussi membre de l'ESMO et conseil scientifique de l'IFCT, vous pouvez me rejoindre. Et Tania de Roche, de la direction de l'innovation de Roche. Alors, ça fait quand même pas mal plaisir de se retrouver ici un an plus tard, puisqu'en fait, je vous disais tout à l'heure que Shift Lab est un programme pluriannuel. Et l'année dernière, en fait, c'était un peu les prémices de ce projet. On s'est retrouvés avec des startups, avec des chercheurs, avec des équipes de services publics, un industriel qui était Roche, des patients, des pros de santé qui venaient d'environnements assez différents, en oncologie, pneumologie, des anapathes, enfin plein de gens. Et en fait, le LLL s'auto-saisit d'un certain nombre de sujets. Et là, on s'est auto-saisi d'un sujet qui nous semblait important, qui est celui du cancer bronchique. Et donc l'année dernière, quand on a commencé, on savait pas tellement, on tâtonnait, on savait pas tellement par quel bout le prendre. Ce qu'on savait à l'époque, c'est que le cancer bronchique était un cancer fréquent dans le monde, finalement, c'était une première cause de mortalité, qu'on avait un cancer de mauvais pronostic. Bref, c'était quand même pas un sujet qui réjouissait ni les patients, ni les pros de santé, ni les industriels. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait traiter le sujet ensemble ? Et en fait, la première chose qui est apparue au groupe de travail, même si les personnes qui étaient autour de la table étaient des personnes qui étaient issues d'environnements très différents, puisqu'il y avait des représentants aussi bien de laboratoires pharmaceutiques, de patients, de l'Institut national du cancer, de professionnels d'environnements divers et variés. Ce qui est apparu, c'était le besoin, en tout cas, d'avoir une homogénéité des pratiques de testing, notamment large panel, sur tout le territoire. En gros, tout le monde était d'accord pour se dire que il n'y avait pas forcément une homogénéité dans le mode de fonctionnement, dans le testing, et donc il n'y avait pas une homogénéité dans l'accès aux innovations thérapeutiques aujourd'hui en France. Et c'était bien ça le problème. Et là-dessus, quel que soit le point d'entrée, quel que soit l'acteur avec lequel on parlait, ce point-là, c'était un point de convergence extrêmement important. On était tous d'accord. On était tous d'accord pour se dire comment est-ce qu'on va résoudre collectivement ce problème. Comment est-ce que collectivement, on va essayer de créer, on va dire, d'homogénéiser l'accès au traitement personnalisé. Ça, c'était vraiment notre point de départ. Et puis, autour de ce point de départ, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Puisque, effectivement, notre sujet, c'était d'être concret. Et donc, la première chose, assez vite, on s'est dit, on va co-construire un outil d'information. Un outil d'information qui va nous permettre, en fait, en temps réel, de réussir à connecter les innovations thérapeutiques à tout ce qui va sortir en fait de ces tests, aux anomalies moléculaires, aux anomalies génétiques. Et en fait là, ça a été extrêmement intéressant la façon dont on a fonctionné, parce que l'idée c'était vraiment de se dire ensemble, on va vouloir co-construire un outil qui puisse être utile aux patients, qui puisse être utile aux pros, qui puisse être utile en fait à toute personne, qui va nous permettre en fait d'avoir accès à cette information de la façon la plus rapide possible. Parce qu'aujourd'hui, cette information, globalement, on va réussir à l'avoir, mais avec des délais qui ne nous permettent pas d'être toujours connectés en temps réel, on va dire, aux solutions qui émergent. Il y a un écart trop important entre les innovations thérapeutiques qui apparaissent et les délais, en fait, d'information et de diffusion de cette information. Et les professionnels de santé qui étaient réunis nous ont dit attention, nous, ce qu'on veut pas, c'est tester pour tester. Nous, ce qu'on veut tester, c'est des innovations qui sont actionnables, c'est-à-dire qu'on veut des vraies solutions pour nos patients. On ne veut pas chercher pour chercher. Nous, ce qu'on veut, c'est que derrière, il y ait vraiment quelque chose qui soit actionnable. On a dit, ok, très bien, on va travailler ensemble. Et donc, on a tous travaillé ensemble. On s'est réunis plein de fois pendant toute l'année, dont la dernière fois, encore récemment, en octobre dernier, pour un beau sprint. Et l'idée, c'était vraiment de co-construire un outil qui soit le plus utile possible pour les professionnels, pour les patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et là je reboucle avec ce que Romain Hellman disait tout à l'heure, c'est pas seulement de créer un outil, c'est de faire évoluer les pratiques et de faire évoluer aussi les schémas organisationnels.
du secteur globalement, comment est-ce que ça va peut-être faire modifier, on va dire, les pratiques sur le territoire. Donc ça, c'était le deuxième point, qui était un deuxième point important, qui était de se dire, on ne veut pas juste créer un outil, mais on veut créer un outil dans des contextes qui sont différents, parce qu'à un moment donné, un patient, quand il déclare un cancer bronchique, ben, il n'est pas forcément tout de suite dans un grand centre, il peut être dans un petit centre, il peut être chez un oncologue, bref, il peut être dans des configurations qui sont différentes. Et donc, on veut voir comment cet outil va pouvoir s'adapter, fonctionner et être utile à ces différents schémas, à ces différentes situations. Et puis, enfin, le point qui était important pour nous, et j'insiste, parce que le cancer bronchique, c'est aussi un cancer à forte mutation. Et donc, tout de suite, on s'est mis dans une dynamique de réplicabilité. Et on s'est dit, ce qui va marcher, ce qu'on va créer pour le cancer bronchique, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour tous les autres cancers à forte mutation? Et donc, dès le départ, on s'est mis dans une posture hyper importante, qui était une posture de capitalisation sur tout ce qu'on développait, dans une logique de commun numérique, où on voulait que tout soit accessible de façon ouverte, libre, gratuite pour tous, partout, et se dire, si demain, pour des cancers digestifs ou d'autres cancers, on a le même type de difficulté, on veut que ce soit réplicable. Et on veut que 80% de ce qu'on développe puisse être facilement transféré sur un autre champ. Alors je vous disais qu'on a travaillé en écosystème ouvert, c'est pas que des logos là, ce que vous voyez derrière, parce que c'est sympa les logos, souvent on affiche plein de gens et tout. Non, là c'est des gens qui ont bossé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés les uns et les autres. Alors là on en a quelques représentants, mais derrière ces logos et ces mots, il y a des vrais gens qui ont travaillé toute l'année, qui sont venus à des réunions physiques. Il y en a encore dans la salle que je vois aussi qui étaient là dans les groupes de travail. Parce qu'en fait, ce qui était vraiment important, c'était de co-construire l'outil. Alors depuis ce matin, on dit co-construire, etc. L'idée, là, c'était pas d'être dans des mots, mais c'était d'être dans du faire, et dans du faire ensemble. Et donc, on a fait ensemble, on a prototypé ensemble, on a pensé globalement ensemble, en fait, ce projet. Et tous les personnes tous les logos et les représentants qui sont là, derrière, il y a des vraies personnes qui se sont mobilisées pendant toute l'année au sein de l'équipe. Enfin, au sein du LLL. Pardon, je suis revenue en arrière, là, non? Ouais. Et puis évidemment, il y a eu une équipe aussi au LLL, parce que là, c'était toute l'équipe externe des parties prenantes. Mais là, vous avez les personnes qui ont travaillé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important pour nous, c'est que vous voyez en bas à droite, il y a développement tech et design. Mais en fait, ça, souvent, c'est la partie immergée de l'iceberg, ce que disait tout à l'heure l'équipe sur place, c'est qu'effectivement, il y a de la tech et du design, mais il n'y a pas que ça. Il y a des méthodologistes qui vont travailler sur l'expérimentation, il y a des chercheurs, il y a des équipes qui gèrent justement les groupes de façon pluridisciplinaire, il y a des juristes. Enfin, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans une pluridisciplinarité aussi de méthodes, d'approches et de techniques, et qu'on n'est pas juste en train de créer un outil. Je vais assez vite parce que je veux laisser la parole aux personnes qui ont travaillé avec nous. Mais en fait, la phase 1, qui était une phase de co-conception, elle a certes émergé en collectif, multi-acteurs, à l'occasion de ShiftLab, mais elle a été rendue faisable, possible, par le financement de Roche, qui a été un premier laboratoire en fait à s'engager et à s'inscrire et à se dire on teste. Tout à l'heure on parlait de risque, j'ai envie de dire qu'ils ont pris leur part de risque, parce qu'il y a un an, quand on s'est réunis et qu'on avait le début de 3 trucs, on pouvait se dire c'est un peu osé quand même, parce qu'on n'avait pas le début du prototype de rien du tout. Mais en tout cas, il y avait une vision commune, une ambition commune et un engagement commun, et on s'est dit tiens. Et donc le laboratoire Roche nous a mis un premier financement qui nous a permis pendant toute l'année de travailler ensemble et de prototyper ce point-là. La phase qui s'ouvre, la phase 2, c'est une phase où tous, collectivement, on va vouloir vraiment pouvoir s'ouvrir encore plus, entrer dans une phase d'expérimentation. Alors on a la chance, là, Romain qui était là sur scène tout à l'heure, a suivi nos travaux depuis le démarrage. Et c'était important pour nous qu'une ARS puisse se dire, et si on voulait le tester sur un territoire, si notre objet, ça reste pas du stade du proto, mais on le met dans la main de vrais pros, de vraies situations, de vraies organisations sur le territoire, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que ça change la donne? Et donc depuis le début, Romain nous stimule, nous pose plein de questions, et donc on se dit, et si demain ça devait être dans le territoire Grand Est que cet objet devait se tester, concrètement, qu'est-ce qu'il faut sécuriser pour pouvoir prototyper, développer, etc. Et donc ça, c'est la phase qui s'ouvre, et c'est une phase qui s'ouvre de prototypage, post-prototypage, d'expérimentation et d'ouverture. Et tout ça, en fait, on le fait dans une logique de déploiement. De tout à l'heure, je vous disais qu'on était en train de créer un commun
qu'on était dans une logique de diffusion libre, ouverte, gratuite. Le but et l'intention, c'est de remettre in fine cet objet dans une logique de déploiement national à un acteur territorial, national, mais qui pourra en fait préserver toutes les spécificités de ce qu'on aura créé ensemble, tant sur le plan de l'outil que sur le plan de la gouvernance. Alors très vite, la phase 1, mince, à chaque fois je vais dans le mauvais sens, la phase 1 qui a été décrite, ce à quoi on a abouti ensemble lors de notre dernier sprint, c'est la co-construction de cet outil. Alors je dirais plutôt le prototypage de l'outil, puisque aujourd'hui il n'existe pas de façon développée, il a été prototypé dans toutes ses fonctionnalités pour les patients et pour les pros. On a fait tout un travail d'identification de sources, puisqu'on se doute qu'en fait, derrière l'outil, il y a besoin de sources fiables. Et tout ce travail a été effectué avec des pros de santé. On est aussi dans une logique de co-construction de règles de production et de validation des contenus, des données, avec un comité éthique et scientifique qui sera raccroché, on va dire, à ce projet. Et puis, on s'est posé des questions, justement, sur les grands principes de gouvernance. Qu'est-ce qu'on veut absolument de façon systématique conserver, quel que soit l'endroit où aboutira ce projet. En tout cas, se dire que l'expérimentation sur un territoire test va devoir nous permettre de mesurer non seulement l'impact et l'utilité de l'outil, mais doit nous permettre aussi de tester en fait tout ce qu'on a voulu prototyper dans cette phase 1. Alors pour ça, on a la chance d'avoir avec nous trois... Ah non, pardon. Non, je vais quand même parce que vous n'avez pas vécu le sprint et tout ça. On vous a mis en image. C'est vous qui le lancez ? Ah ok. Et ben en image une petite synthèse comme ça de ce qui s'est passé, juste pour mettre dans l'ambiance avant de donner la parole à nos partenaires. Alors il n'y a pas de son. Normalement il y a du son. Co-conception d'un outil d'information à destination des professionnels de santé et des patients. On aura de plus en plus des molécules combinées à des dispositifs médicaux et des solutions digitales. Il faut savoir très vite comment évaluer les technologies de santé, comment les prendre en charge. C'est un domaine qui est extrêmement évolutif et les informations demandent à être tout le temps mises à jour. Et on n'a pas en fait d'outils structurés qui regroupent l'ensemble des informations nécessaires à notre profession. Je voudrais signaler ici que c'est une des premières fois que je travaille avec des patients. Je suis moi-même patient. Biologiste médical. Pneumo-oncologue. Médecine personnalisée chez Roche. C'est important de voir à la fois si l'outil il est approprié ou pas, s'il faut l'améliorer, de faire mûrir ce concept d'outil de sorte que quand on va lancer en expérimentation en conditions quasi réelles, on ait les bonnes variables d'intérêt. Ça va permettre de centraliser un petit peu le parcours de soins et de faire comprendre un peu aux patients ce qui existe, les possibilités, comment pouvoir en parler avec son professionnel de santé. C'est pour nous primordial qu'il soit justement un outil de bien commun. On est très content en tant qu'industriel de soutenir cette démarche qui est à la fois innovante et aussi qui permettra, on l'espère, d'avoir un plus fort impact au niveau de l'expérimentation sur le terrain. On a trouvé que la démarche de l'ensemble des acteurs, de jouer le jeu pour arriver à un produit qui serait un produit partagé et mis dans le bien commun, était peut-être ce qui faisait la particularité du projet et l'intérêt qu'on y avait à être partie prenante. Merci. Alors ça vous donne un petit aperçu de la façon dont on a co-construit, parce que depuis tout à l'heure on dit co-construire, construire. Ben là voilà, en image, vous avez un petit peu touché du doigt ce qui s'est passé. Ça a duré toute l'année. On a eu des moments en visio, des moments en présentiel, des moments où on avait des journées entières où on s'immergeait dans une thématique. D'autres moments où on était plus dans des logiques de prototypage de solutions technologiques. Bref, on a eu plein de moments comme ça tous ensemble. Donc ça a soudé un groupe déjà. Moi je les remercie. Il y en a plein qui sont dans la salle et qui sont pas pas sur scène, mais c'est vraiment un travail collectif qui a été effectué. Donc c'est l'occasion de remercier vraiment bien tout le monde.
Et puis, je vais vous donner la parole les uns et les autres aussi dans votre retour d'expérience, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'innovation, de co-construction, d'utilité pour les pros, pour les patients, de parcours, d'impact en fait, sur vos pratiques au quotidien, quelque chose d'utile. Je vais peut-être commencer avec Jafar et puis vous dire, vous avez été un petit peu un des acteurs qui a participé activement à certaines séquences de ce beau programme. Ça nous intéresse d'avoir aussi votre retour d'expérience et puis comprendre pour vous, par rapport à cet outil, quelle est son utilité par rapport à ce qui existe aujourd'hui et ce qui n'existe pas. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et pour ce travail que nous avons fait tous ensemble. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé ce travail, j'ai reçu 1 mail, 2 mails, 3 mails, parce que ça n'arrête pas. Je peux vous dire qu'il y a des salves de mails, de courriels. C'est vrai que je ne savais pas trop où on allait. Alors, comme pour aller se déplacer à Paris, c'est toujours assez long. On a tout le trajet de départ où on se dit qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter à ce travail. Et puis quand on revient, on se dit qu'est-ce que ça m'a apporté et comment je vais modifier ma pratique professionnelle. C'est plus un nuage de mots, mais je crois qu'en oncologie thoracique, aujourd'hui, il y a 2 changements fondamentaux de paradigme. On parle encore de chronicité de la maladie. Aujourd'hui, on parle de guérison. Et c'est vers ça qu'il faut aller. On a beaucoup parlé de médecine autour du patient. Là, on a fait la médecine avec le patient. Et je crois que là, on va arrêter de parler de médecine autour du patient ou centrée sur le patient, puisque ça veut dire qu'on sort le patient. Donc là, on est médecine avec le patient. Et là, effectivement, c'est ce que nous avons fait. Et pour moi, ça a été un apport énorme. Et on va continuer dans cet esprit-là. L'innovation thérapeutique, c'est un esprit. Il faut l'intégrer dans les esprits. L'innovation thérapeutique, c'est du temps humain aussi. Il faut y passer du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il y a un épuisement des médecins, des infirmières, des professionnels de santé en général. Les gens veulent travailler différemment. Et c'est pour cette raison que nous avons cherché justement à avoir un outil qui permettent à la fois d'augmenter la qualité de prise en charge et de donner du temps. Il faut à la fois avoir du temps pour créer l'innovation, donc nous allons moins travailler, et pour apporter une qualité de prise en charge aux patients. Et je pense que l'objectif de cet outil, c'est celui-là, c'est aussi de diffuser l'information dans le territoire et surtout de donner l'accès à l'innovation thérapeutique. Il faut que pour le professionnel de santé et pour le patient, puisque cet outil est à destination des 2 partenaires, il faut que justement ça crée la possibilité d'accéder aux nouvelles thérapeutiques beaucoup plus rapidement. Et nous devons, nous, professionnels de santé, au sens large du terme, pratique avancée infirmière, infirmiers, médecins et patients, créer cette pression positive à la fois vis-à-vis des industriels pharmaceutiques et à la fois vis-à-vis des autorités de santé, qui parfois ont quelques lenteurs quand même. Quant à l'industrie pharmaceutique, je voudrais dire un mot. Moi, j'ai jamais eu aucun problème à travailler avec l'industrie pharmaceutique. Nous l'avons fait ici. Je ne pensais pas d'ailleurs. Je l'ai découvert un peu au fur et à mesure. Mais encore une fois, nous devons travailler avec l'industrie pharmaceutique, à la fois en termes de pression et à la fois en termes de partenariat. C'est extrêmement important. Donc nous devons être tous dans ce mouvement. Merci.
Peut-être en profiter pour avoir la vue patient, parce que vous êtes, en tout cas, il y a eu plusieurs associations de l'air, patients en réseau, mais c'est vrai que les équipes de patients en réseau et les patients, en fait, de patients en réseau se sont beaucoup mobilisés sur ce projet. Peut-être nous dire un mot de ce que fait Patients en réseau, et puis peut-être revenir après plus précisément sur voilà, votre à la fois vécu et l'utilité d'une telle solution. Alors, Patients en réseau est une association de patients qui a été créée par Laure Guérou à Colas, qui est dans la salle et que vous pouvez retrouver à l'occasion d'une masterclass tout à l'heure, si vous avez des questions. Et donc, on a été sollicité pour ce projet, je pense, parce qu'on a un ADN aussi tout à fait particulier. Nous sommes une association de patients qui développe des applications digitales. Et ce sont des réseaux sociaux privés, anonymisés, gratuits, qui permettent d'un côté aux patients et de l'autre côté aux proches, parce qu'on ne mélange pas les publics, chacun ayant son propre vocabulaire et ses propres attentes, d'avoir du soutien entre pairs, mais aussi un accès à une information qu'on espère le plus pointu possible, le plus sérieuse, vérifiée et surtout actualisée. Et cet aspect digital de notre activité, évidemment, nous rend sensibles à tout ce qui relève de l'innovation numérique en santé. Donc on est d'ailleurs coporteur et producteur d'un certain nombre de choses. Alors on vous en parlera tout à l'heure, mais je pense sur le poumon spécifiquement, moi je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un projet qu'on vient juste de sortir et qui s'appelle Mon Immuno, et qui est un projet éducationnel, en ligne, gratuit, accessible, co-construit, un peu à l'image de ce qu'on a fait ici, et qui est donc accessible partout en France. Alors pourquoi je le dis ? Parce que pour nous, ça a été assez déterminant quand on est rentré en contact à travers l'Université des patients. D'ailleurs, ça s'est fait comme ça, il y a un an. Je repensais à ça ce matin. Quel chemin parcouru ensemble depuis. L'idée d'être associé en amont en tant qu'association de patients à un projet qui avait pour vocation de faire un bien commun numérique et donc accessible de partout, potentiellement, et donc apportant une information de qualité de façon uniforme sur le territoire, j'avoue que ça nous a plus que séduit. On s'est dit, on y va, quoi. Clairement, on ne savait pas trop comment les choses allaient se passer. On avait quelques appréhensions sur comment, en tant que patient, on allait prendre notre place et être entendu au milieu des professionnels de santé, des administrations aussi de santé publique. C'est pas forcément toujours une posture facile. On a des confrontations, on peut avoir des visions qui peuvent être non pas contradictoires, mais différenciées. Et en fait, cette proposition de co-construction nous a permis justement de travailler en amont, de travailler en échange constant, en acculturation constante, je pense, entre l'ensemble des partenaires de l'écosystème qui étaient réunis. Moi, je pense que les patients ont été extrêmement impliqués. En tout cas, moi, j'ai même, on va dire, on s'étonne aussi même d'utilisateurs de nos réseaux qui ont joué le jeu quand on a fait un appel en disant qui veut participer. On a des gens qui sont venus de province, comme quoi c'est un sujet extrêmement important, parce que cette mobilisation, c'est tout à fait le symptôme et l'image du manque aujourd'hui d'outils à disposition des patients pour avoir une information surtout sur ces problématiques très fines sur les mutations, parce que c'était ça qui était le premier sujet qui émergeait, et tout le monde avait envie de participer à cette construction d'un outil au service de tout le monde, aussi bien au service des patients, mais aussi des proches, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles les patients ne peuvent pas répondre. Et on est aussi confrontés, nous, à une problématique d'échange avec, par exemple, nos médecins de ville, qui peuvent être extrêmement déconnectés de nos pathologies.
et du suivi, et de se dire que demain, s'il y a un outil dont ils pourront aussi, eux, bénéficier, ça facilitera l'échange, ça facilitera le questionnement, et et puis même nous, avec, j'ai envie de dire, nos rendez-vous avec nos oncologues et pneumo-oncologues, un outil informatif de cette nature, je pense, nous permettra de mieux formuler nos questions et d'être dans un parcours de soins de façon plus associée. Et on dit toujours qu'il faut que les patients soient acteurs de leur parcours. Mais c'est un outil qui, je l'espère, si se déploie comme on le souhaite dans les territoires, nous permettra effectivement d'avoir cet aspect-là des choses. Merci Yannick. Peut-être, Jafar, parce que je vous vois hocher la tête sur le dialogue et puis sur les différentes typologies. C'est vrai que dans le travail qu'on a co-construit, on a été chercher aussi des experts, des sociétés savantes, et a émergé, en tout cas dans le dernier sprint, le besoin aussi d'aller travailler avec d'autres profils de professionnels, ce travail aussi de dialogue. Donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire dans la phase 2 que je vous décrirai tout à l'heure, mais peut-être aussi revenir sur ce point-là, sur l'importance peut-être d'un outil dans la pratique pour s'orienter, pour connaître, pour savoir, mais aussi dans ce dialogue patient entre les deux qui sont ici. Oui, c'est un point extrêmement important. Alors je pense j'ai perçu deux questions, j'ai perçu deux sujets. Alors sur les professionnels de santé, moi j'ai beaucoup aimé la discussion que nous avons eue, notamment partagée par les patients sur, je le dis avec beaucoup de respect, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IHU, de ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, etc. Et c'est très bien et il en faut. Mais notamment chez les patients, c'est-à-dire quand vous avez employé le mot petits hôpitaux, par exemple, il faut toujours faire très attention parce qu'il y a à l'intérieur des professionnels de santé qui s'occupent très très bien de leurs patients, qui sont au top, dans des petits hôpitaux, entre guillemets, qui ont une relation avec le patient extrêmement profonde et positive. Et puis à l'inverse, vous pouvez avoir de grands centres universitaires ou non, ou de grands centres de lutte contre le cancer, ou de grands hôpitaux, où la prise en charge du patient ne sera peut-être pas si optimale que ça, parce que finalement, cet outil, c'est le moyen aussi, un des moyens, pas exclusif, de répondre à une prise en charge globale. Cette fameuse prise en charge holistique qui est majeure. Et quand nous avons parlé, quand nous parlions et nous co-construisions cet outil numérique, finalement, en permanence, et notamment les patients, nous rappelaient à cette prise en charge globale. Donc, c'est effectivement, tous les intervenants sont là. Ce que moi j'ai rapporté de ça, en repartant justement sur mon trajet de retour, c'est que quand on parle d'innovation thérapeutique, elle vient du terrain. Moi, je suis un manager de terrain. Je le pense et je le revendique. Donc, cela veut dire que pour nos professionnels de santé, y compris des infirmières, il faut leur laisser du temps pour réfléchir à cette innovation. Et aujourd'hui, on ne laisse pas de temps aux acteurs de terrain à réfléchir à l'innovation. Quand vous avez des activités hospitalières qui sont du 12 heures sur 24, on ne laisse pas le temps à ces acteurs de terrain. Et nous, en tant que managers de terrain, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti et que je pense que je vais appliquer, mais il va falloir co-construire, c'est à un moment donné de s'arrêter et que les gens réfléchissent dans leur temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à aller plus loin que leur temps de travail. C'est factuel, il n'y a aucun jugement derrière, mais ça, c'est aussi des choses qu'il faut que nous intégrions. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais effectivement, tout le monde a été partie prenante, y compris les patients et, entre guillemets, les petits hôpitaux, et c'est très bien. Merci. Peut-être Tania, alors ce qui était intéressant avec Roche, quand on a commencé
soumettre en fait ce projet, c'est qu'en fait on a eu la conjonction de plusieurs équipes. Il y avait une équipe onco-poumon, une équipe médecine personnalisée, l'équipe innovation. Et c'est vrai que quand le sujet a émergé, on s'est dit comment Roche pourrait éventuellement prendre le risque d'accompagner, on va dire, cette démarche. Et c'est vrai que en fait ça a été rendu possible aussi par la contribution financière d'un laboratoire, avec l'idée dès le début, avec Roche et avec tous les partenaires, de se dire qu'il fallait qu'on ouvre. Il fallait qu'on s'ouvre. Alors d'ailleurs, on a proposé au LEM de nous rejoindre et ils nous ont rejoints avec plaisir quelques mois après le début du projet. Mais l'idée, c'était de se dire qu'on était dans une dynamique où le sujet n'était certainement pas un sujet propriétaire, c'était un sujet ouvert, libre, gratuit, et dans lequel il y a eu une impulsion, mais une volonté très vite d'ouverture. Je te laisse peut-être partager aussi le regard de l'expérience du point de vue des équipes de Roche. Oui. Donc bonjour à tous. Finalement, l'expérience, elle commence par un mot très important que vous disiez, Romain, c'est l'état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'était pas uniquement vis-à-vis de l'écosystème externe, mais c'était en interne aussi. Moi, je représente le pôle innovation chez Roche, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir un état d'esprit ouvert pour pouvoir allier les unités thérapeutiques concernées à cette ambition-là. Et finalement, cette ambition, pour nous, elle était tout à fait naturelle et évidente parce qu'on essayait de répondre à un défi d'intérêt général. Maintenant que c'est posé, c'est facile de dire c'est un défi d'intérêt général, que c'est un outil, mais il fallait le poser, allier les différents acteurs. Et ce qui nous a fortement motivés dans cette démarche-là, c'est que ce n'était pas uniquement pour le patient et pour le professionnel de santé, mais c'était avec. Et c'est ça ce qui a fait que cette impulsion-là, on souhaitait la donner, qu'il faut absolument élargir, mais c'est cette notion de co-construction qui était clé, parce qu'on peut venir avec sa propre problématique. Tout l'enjeu, c'est qu'on puisse prendre en compte les besoins des différentes parties prenantes, que ce soit le patient, l'association du patient, le professionnel de santé, l'établissement, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa géographie, et intégrer ces différences-là. Et là, je tiens à saluer en fait le Liberté Living Lab parce que vous avez eu cette capacité à mobiliser cet écosystème pendant plus d'une année et à faire émerger ce dont on parle aujourd'hui de manière très concrète et qui prennent en compte aussi des difficultés terrain. Donc aujourd'hui, on a atteint la phase où on a co-conçu. On parle d'un commun numérique qu'il a fallu d'abord identifier et ensuite lui donner corps et l'incarner concrètement. Donc on a un prototype et là on ne parle pas uniquement de l'outil en tant que tel, mais également de la communauté autour, de la communauté qui est très présente dans la salle et des règles qui vont régir cette communauté-là pour pouvoir perpétuer le mouvement et donc de la gouvernance. Donc c'est ce triptyque-là qui constitue pour nous la solution au-delà de l'outil en tant que tel. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que le début de l'histoire. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là, surtout pas. Ça serait bien dommage parce que là, on a les prémices, les esquisses, ce prototype-là qui permet d'engager une nouvelle conversation. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Romain insistait. Alors, je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur Romain, mais ça résonnait très fort sur l'organisation du soin et c'est l'évolution des pratiques qu'on doit tester au plus près du terrain, qui prennent en compte les conditions de vie réelles dans la mesure du possible, avant de considérer un déploiement plus large. Et donc tout ça pour dire que oui, il fallait de l'audace, il fallait aussi croire en cette ambition-là, et finalement le risque qui est pris, il est assez contenu. Parce que cette construction-là, elle est faite avec les patients, avec les professionnels de santé. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'on puisse converger vers un élément concret qui résonne avec les problématiques terrain et puis à l'échelle nationale. Merci. Pour revenir, parce que vous l'avez dit tous les trois, et c'est vrai, dans le projet qu'on a conduit, il y a eu une forme de tâtonnement vertueux, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais... parce on tâtonnait au début, on ne savait même pas par quel bout on allait prendre le sujet, et nous-mêmes, entre nous, mais il y avait
il y avait une richesse de personnes mises autour de la table avec une volonté commune de résoudre en fait le problème. Et je pense que c'est ça, c'est cette volonté commune, cet engagement commun de toutes les personnes, quel que soit leur point d'entrée et quelles que soient les préoccupations qu'ils ont dans leur chemin de retour là, parce que chacun a en fait son atterrissage. Je veux dire, voilà, un Jafar, il rentre après à l'hôpital, il rentre chargé de ce qu'il a vécu, mais aussi de ce qu'il attend. Quand on a des équipes de l'Institut national du cancer comme Aurélie, elle vient chargée aussi de son vécu, son expérience, et quand elle y retourne, elle aussi, elle a son chemin de retour. Et je trouve que ce qui était intéressant, c'est que oui, on a un vrai travail collectif à opérer avec un objectif commun, et on a réussi à s'aligner autour de ces objectifs communs. Mais le bénéfice, il est aussi individuel pour chaque contributeur. Et chaque contributeur qui parle, qui contribue vraiment, finalement, il retourne chez lui chargé de toute cette richesse en fait, de travail et de coopération. Donc ça, c'était peut-être le point, en tout cas, que je trouvais intéressant à dire, et c'est pas du tout un problème de tâtonner. Le vrai enjeu, c'est de savoir pourquoi et où est-ce qu'on va ensemble, et c'était vraiment ça qui nous a animés. Et justement, dans la phase 2 qui s'ouvre, on vous a juste préparé pour une je vais jamais dans le bon sens, franchement, c'est pas mon truc. Voilà, juste les quatre séquences là. Qu'est-ce qui s'ouvre en fait dans la phase actuelle? Alors, il y a effectivement le développement de l'outil avec des maquettes, du dev, faire en sorte qu'on passe d'un prototype à un vrai outil qu'on construit. Mais il y a surtout en fait la structuration d'une expérimentation pilote. Donc, on travaille effectivement avec Romain à la structuration, à l'élaboration de ce que ça pourrait être sur un territoire comme celui du Grand Est. Mais tout l'enjeu est effectivement d'y intégrer différents types de structures, différents types de parcours, différents types d'usages possibles en fait, d'un outil en fonction des différentes situations organisationnelles dans lesquelles un patient et des pros de santé vont se situer. Et donc tout le travail d'expérimentation, il fait vraiment écho à ce que vient de dire Jafar, c'est qu'il n'y a pas un bon contexte ou un mauvais contexte, il y a des contextes. Et tout notre travail dans la phase d'expérimentation, ça va être de décrypter, analyser ces différents contextes et voir quel impact cet outil a en fonction des différents contextes. On n'utilisera probablement pas l'outil de la même manière en fonction des contextes dans lesquels on va le placer. Et donc, on travaille avec des méthodologistes en ce moment pour pouvoir vraiment y travailler de façon très précise et se dire comment est-ce qu'on va aller évaluer l'utilité et la performance de cet outil dans ces différents contextes territoriaux. Évidemment, il y a un autre chantier tout aussi énorme qui est celui du pilotage éthique et scientifique du contenu, parce que c'est bien gentil de dire qu'on veut aller dans une logique de quasi-temps réel, mais si aujourd'hui on n'est pas dans du quasi-temps réel, c'est qu'il y a bien des raisons. Et donc, on va quand même aller au plus près de tout ce qui est lié aux chartes sanitaires, au contexte éthique et scientifique dans lesquels, on va dire, on est tous plongés. Pour autant, on va essayer avec la même énergie que l'énergie scientifique et éthique de mettre l'énergie de l'agilité et de la rapidité. Et ça va être tout l'enjeu d'un travail et d'un groupe de travail qui va viser en fait à mettre derrière cet outil une méthode, un mode de travail nouveau qui va nous permettre à chacun de gagner des points par rapport à ce besoin de permettre à chaque patient d'accéder plus vite aux innovations thérapeutiques sur tous les territoires. Donc, et évidemment, il y aura tout un travail de coordination parce qu'on va travailler à 2 échelles. L'année dernière, on a travaillé dans une sorte d'échelle macro où on réunissait tout le monde pour réfléchir au prototypage de la solution. Cette année, on va travailler à toujours cette échelle macro parce que ce beau collectif, on va le préserver et le tenir, mais on va travailler aussi à l'échelle micro d'un terrain d'expérimentation, et ce va-et-vient constant entre le terrain et notre groupe de travail d'origine va être vraiment le fruit de l'objectif de l'année qui s'ouvre. Donc on a effectivement des discussions en cours avec plusieurs acteurs, des laboratoires pharmaceutiques, mais pas seulement. Voilà, différentes discussions en cours pour pouvoir permettre en fait de poursuivre le travail dans l'année qui s'ouvre. Peut-être, je reste là-dessus, sauf si vous avez un point ou un autre que vous n'avez pas encore, vous vouliez absolument partager, je vais laisser la parole à la salle. Sauf si vous aviez un point que vous vouliez ajouter. Ouais, allez, c'est juste une remarque. Souvent, les associations de patients ou les patients sont invités à la fin d'un projet en relecture.
on soumet aux patients un peu en dernière minute parce qu'il y a comme une obligation de passer par la case patient pour faire valider quelque chose. Et en fait, j'avais envie de dire à l'ensemble des parties prenantes potentielles qui sont dans cette salle et qui travaillent sur l'innovation en santé, pensez à intégrer en amont l'ensemble des parties prenantes. Moi, je trouve que vraiment ce projet est exemplaire dans cette façon de faire qui a permis, moi je crois, que chacun arrive à mieux se comprendre. Et au final, je ne doute pas que si on continue comme ça, l'expérimentation sera très vite opérationnelle. Voilà. Du coup, j'ai envie de rebondir. Ce n'est pas uniquement pour l'exemplarité, j'ai envie de dire, c'est pour favoriser les conditions d'adoption de la solution. Parce que la solution, on en parle, après il faut l'adopter, l'utiliser. Donc si on veut se rapprocher au mieux de cette adoption-là et de l'usage, il faut impliquer les parties prenantes nécessaires dès les premiers jours, même dès la définition de la problématique. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Là, on a un nouvel outil qui va être diffusé dans les territoires. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est-à-dire que effectivement, cet outil devra être adapté selon les territoires, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais bon, j'aime bien aller toujours un pas plus loin. On parle beaucoup de personnalisation de la médecine, thérapeutique de précision, personnalisation. J'ai jamais trop aimé ce terme personnalisation de la médecine, parce que j'ai toujours trouvé qu'il était finalement faux et que c'était plus quelque chose de marketing. Mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc là, avec ce travail que nous avons fait ensemble et par rapport à ce que vous venez de dire, on rentre dans la personnalisation de la médecine avec ce travail. Et justement, pour aller plus loin, puisque ce n'est que le début de l'histoire, pour reprendre les mots, puisque nous avons des besoins et des contraintes, il faut qu'on rentre dans la personnalisation du parcours patient. Et c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de parcours patient, aujourd'hui, finalement, on décrit un parcours patient qui est complètement uniforme. Consultation médecin, consultation de coordination, proposition de médecine intégrative, tout ça, c'est des très beaux mots, etc. Mais c'est un espèce de nuage qui n'est absolument pas personnalisé. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'était le plus facile, entre guillemets, parce que nous avons beaucoup travaillé. On est rentré par la médecine de précision. Et pour arriver au global et à la prise en charge holistique, là, il faut qu'on rentre dans la personnalisation du parcours patient. Et je pense que le travail que nous avons fait facilitera cette prochaine étape. Merci. Merci à tous les trois. Je voulais savoir si vous avez des questions dans la salle. Allez-y. Je me présente à nouveau, Philippe Rousselot, je suis hématologue. Et pour être en train d'essayer de porter un projet qui n'est pas exactement le même, mais qui a à peu près la même tonalité, en tout cas vis-à-vis des patients, je me pose toujours la question, est-ce qu'en amont, on a réfléchi à la possible extension de l'outil à d'autres problématiques? C'est-à-dire, en fait, on travaille sur des trucs assez pointus, mais en fait, il y aurait potentiellement un open access, quelque part, à mettre en place, qui permettrait à chacun de s'emparer de la base de l'outil et de le faire évoluer dans sa problématique, dans sa spécialité, pour les patients, etc. Et j'ai peur qu'on réitère des initiatives qui sont toutes remarquables, mais qui finalement ne communiquent pas entre elles autant qu'on pourrait le faire. Alors, c'était le but, c'est-à-dire quand on a commencé, en fait, quand on a initié le projet, on a choisi le poumon quand même aussi, pas seulement parce qu'il y a une première cause de mortalité, etc., aussi parce que c'était un cancer à forte mutation. Et en gros, tous les pros nous ont dit, si vous arrivez à le faire sur le poumon, vous y arriverez sur tous les autres. Bon, alors on s'est dit, on prend le poumon, parce que si c'est celui-là le plus complexe et qu'on arrive à dénouer le sujet, on va y arriver. Et donc l'idée, c'était de se dire que dès l'origine du projet, on a voulu être dans une logique de capitalisation, dans une logique de réplicabilité à d'autres types de cancers à forte mutation. Et donc, évidemment, ce qu'on produit, on le fait avec un code source qui est ouvert. Évidemment, il y a 0 boîte noire. Toutes les étapes, enfin, les équipes le savent, on a un outil où tout ce qui a été produit pour se dire, ça doit servir poumon,
et ça doit permettre une réplicabilité. Donc oui, 1000 fois oui, c'est le principe de base de la façon dont on a travaillé depuis le début du projet. Et c'est ce qui caractérise la notion de commun numérique. Tout à fait. C'est-à-dire que la solution doit être ouverte, accessible, fiable. Et c'était les fondamentaux qui ont poursuivi tout ce travail de conception qu'on a mené. Et là, on a une demi-heure, donc on n'a pas forcément le temps, mais il existe une démo du produit qu'on pourra partager. Et cette démo du produit, elle permet de bien voir en fait la façon dont on a construit les parcours pour les patients, pour les pros, dans différents types de situations. Donc ce qu'on a prototypé, ces parcours-là sont eux aussi réplicables. Oui, alors on a vu pour la première table ronde qu'un des points importants était la co-construction. Donc on a ici l'exemple de co-construction d'un projet de façon dans lequel les gens ont passé beaucoup de temps. On voit très bien qu'en fait les hospitalo-universitaires sont très intéressés par le projet. On voit très bien que finalement les patients, grâce à leur structuration, je pense que Laure a joué un rôle fondamental dans toutes ces structurations de patients en réseau, et Yannick aussi, naturellement. Et finalement, on a l'écho finalement des patients, la participation active des patients dès le début du projet. On a finalement aussi un certain nombre de relations avec les infirmières, surtout quand elles sont de pratique avancée, parce qu'elles participent beaucoup plus au parcours. L'infirmière de coordination aussi joue un rôle très important, et on voit très bien que on arrive façon à aller. Il y a un trou qui est le médecin traitant. Il y a un trou qui est le médecin traitant parce que, premièrement, d'abord, quand on a un truc ça, on voit très bien, j'ai encore plein d'exemples dans ma famille, où le médecin traitant est au début, et puis ensuite, après, pouf, il disparaît complètement. Il y a des relations entre le patient et l'oncologue, et puis ces relations sont très bonnes, mais finalement, le médecin traitant est complètement chanté dans cette affaire-là, et tout d'un coup, il récupère le patient après, mais c'est très difficile. Si c'était pas difficile, je pense qu'il n'y aurait pas cette question. C'est très difficile de les impliquer. Nous, on essaye de les impliquer, on a essayé de les activer dans ce travail. Mais en fait, quand on les appelle, on n'a pas le temps. Ça me fait un peu penser que quand on veut finalement faire de la gymnastique, on n'a pas le temps. C'est exactement pareil. Hein. Ils ne comprennent pas l'importance de participer. Et ça, ils ont des associations, plutôt des coopérations entre eux, mais c'est des coopérations entre eux pour faire des maisons, pour faire des centres de santé. Mais sitôt qu'on fait quelque chose sur finalement un parcours, on a beaucoup de mal à les impliquer. Et donc, en fait, on voit qu'ils sont chantés. On essaye de les impliquer, mais on n'arrive pas à les impliquer. Je pense que ça va être une réflexion qu'on doit un petit peu avoir par rapport à ça, parce que je pense que c'est un des points importants. Et nous, si quelqu'un avait des solutions, nous, on est très, très preneurs. Alors, pour les médecins généralistes, il n'y a pas de médecins généralistes dans la salle, parce qu'autrement, peut-être que c'est eux qui devraient répondre. Il y a quand même une vraie problématique pour discuter avec eux. C'est qu'ils suivent très peu de patients qui ont des cancers, en fait. Dans leur patientèle, ça représente très peu de patients. Et c'est la difficulté majeure. Et c'est ce qu'ils nous disent quand on veut faire des formations, quand on veut les intégrer dans des réflexions, etc. Il y a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien qui se crée entre une équipe d'oncologie, parce qu'aujourd'hui, il y a des IDE de coordination, il y a des IPA, il y a les médecins, donc il y a ce lien qui se crée. La venue assez fréquente du patient sur son site de traitement, mais il y a aussi la file active. On aura le temps de continuer à échanger, puisqu'il y a d'autres moments, et puis on a le déjeuner pour ça aussi. Un grand merci à tous. Peut-être dans la phase c'est moi qui passe. Dans la phase suivante, non. Hop, ça on y était. Vous avez normalement, dans vos petits guides, vous ont été remis une petite fiche individuelle dans laquelle vous avez un parcours finalement, qui vous allez voir où, à quelle heure, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a effectivement plusieurs ateliers. Pour commencer, dans la séquence qui s'ouvre de 11h15 à 11h... Et merci quand même, on va les applaudir parce qu'ils diffusent...
Merci à vous trois. Merci à vous trois pour avoir partagé ce beau programme. Juste, je profite là de ce qui est affiché. Normalement, vous savez tous avec votre fiche où vous allez. Normalement, oui. Est-ce que tout le monde a sa petite fiche ou est-ce que certains l'ont perdue? Si certains l'ont perdue, c'est pas grave. On vous la redonne tout de suite. Vous nous dites? Donc, vous avez inscrit à chaque fois les salles. Grand atelier droit, grand atelier gauche, atelier B, Agora. L'Agora, c'est ici. C'est là où vous êtes. Donc, si vous êtes en Agora, vous ne bougez pas. Et ensuite, tout se passe au 2e étage. Et au 2e étage, en fonction de la signalétique, normalement, vous devriez pouvoir retrouver votre salle.